trahi par mon fiancé et ma meilleure amie mariée en secret, je suis partie en vacances sans rien dire. Quand il m'appelle en panique pour l'opération urgente de son père, je lui réponds froidement, va plutôt voir ta femme. L'écran du téléphone s'est allumé. Pour la 18e fois. Dans le hall des arrivées animées de l'aéroport Charles de Gaulle, les voyageurs se déplaçaient en flot continu sous la lumière matinale. Je me tenais près de la porte de sortie, la main posée sur la poignée de ma valise à roulettes, regardant le nom de l'appelant clignoter sans relâche sur l'écran de verre. Tristan Chevalier, 18 appels manqués. Le dernier SMS était arrivé il y a 3 minutes. Les mots apparaissaient à l'écran comme des ordres froids et précis, chacun se terminant par un point rigide. Mon père souffre d'une rupture aiguë de dissection aortique de type A de Stanford. Aucun chirurgien à New York ou à Boston ne veut s'en charger. Tu es la seule à pouvoir réussir ça. Change ton vol et reviens aux États-Unis immédiatement. J'ai fixé le message pendant 5 secondes, puis j'ai balayé l'écran vers le haut avec mon pouce. L'écran est remonté jusqu'à la capture d'écran que Camille m'avait envoyée 3 heures plus tôt. Un document impeccable délivré par le bureau de l'état civil de la ville. Sur la photo, Tristan Chevalier portait le pardessus en cachemire anthracite que je l'avais aidé à choisir chez Armand. Dans sa main gauche, il tenait le certificat de mariage. Son bras droit entourait les épaules de Cécile Dubois, son amie d'enfance frêle et maladive qui avait emménagé dans le domaine des Chevaliers il y a 3 ans pour se remettre d'une maladie chronique. Sous l'image, il y avait la transcription vocale de Camille, datant d'il y a 5 jours. J'ai demandé à un contact au bureau des archives municipales de vérifier la base de données. L'enregistrement du mariage est totalement authentique. Il y a 5 jours. Il y a 5 jours, j'étais encore assise dans mon bureau, en train de terminer l'évaluation finale des risques sur les scanners de suivi de son père. Tristan m'avait appelé cet après-midi-là même, sa voix douce au téléphone, me disant qu'il m'emmènerait voir des robes de mariée ce week-end. J'ai verrouillé l'écran. Le 19e appel a vibré contre ma paume. J'ai appuyé sur refuser. L'air matinal à Paris était vif, transportant le léger arôme de baguettes fraîchement cuites et de café torréfié. J'ai poussé mes bagages vers la station de taxi. Le téléphone a vibré une fois de plus dans la poche de mon trench coat. Pas un appel, mais un message audio. Je l'ai écouté. La voix de Tristan, tendue, sortait du haut-parleur, haletante, frénétique et empreinte d'agitation. Élodie, qu'est-ce que tu fabriques? Je t'ai appelé 20 fois. Mon père est en soins intensifs cardiovasculaires. La déchirure de l'aorte pourrait exploser à tout moment. Tout le conseil de chirurgie a tenu une conférence d'urgence et pas un seul titulaire ne veut prendre le cas. Tu es sa spécialiste principale. Tu dois prendre un avion tout de suite. J'ai écouté chaque seconde. Puis j'ai ouvert l'album photo, sélectionné la capture d'écran de son certificat de mariage avec Cécile, et je l'ai transféré directement à Tristan Chevalier. Sous l'image, j'ai tapé un seul message. Va trouver ta femme. Elle est la belle-fille officielle de la famille Chevalier. Te connaissant, tu as probablement transféré la procuration de santé familiale à son nom. C'est elle qui est légalement autorisée à signer le consentement chirurgical. J'ai appuyé sur envoyer et j'ai éteint l'appareil. Le taxi s'est engagé dans la circulation matinale en direction du centre de Paris. Au loin, la Seine scintillait d'une lumière bleu acier pâle. Je me suis adossée au siège en cuir et j'ai fermé les yeux. Mes mains tremblaient, non pas de panique, mais à cause du SMS malencontreusement reçu il y a 5 jours. C'était le coup qui avait tout brisé. C'était arrivé un mercredi après-midi, dans le salon de repos de l'aile de chirurgie cardio-thoracique de l'hôpital franco-américain de New York. Je venais de terminer un remplacement de valve mitrale épuisant de 4 heures et je n'avais même pas encore enlevé ma tenue de bloc avant de m'asseoir au terminal pour enregistrer les ordonnances post-opératoires. La carte de crédit secondaire que Tristan m'avait donnée 3 ans auparavant était dans mon portefeuille. Il me l'avait remise à l'époque, en disant qu'elle couvrirait toutes mes dépenses personnelles, les conférences médicales de haut niveau ou les loupes chirurgicales sur mesure dont j'avais besoin, sans attendre le remboursement du département. Par habitude, j'ai sorti la carte pour finaliser mes réservations de vol et d'hôtel pour le prochain symposium cardiovasculaire à Paris.
Une alerte rouge vif a clignoté sur l'écran. Transaction refusée. L'accès au compte a été restreint par le titulaire principal de la carte. Veuillez contacter votre institution financière. Je me suis figé quelques secondes, pensant que c'était un simple bug logiciel. J'ai repassé la carte, pour recevoir exactement le même message d'erreur. J'ai pris mon téléphone, avec l'intention d'envoyer un SMS à Tristan pour lui demander ce qui s'était passé avec la carte professionnelle. Avant que je puisse taper un mot, une notification est apparue en haut de l'écran. Expéditeur, Tristan Chevalier. Cécile, l'acte de mariage est officiellement enregistré. Tous mes actifs principaux, trusts et cartes secondaires ont été transférés à ton nom. Élodie n'est qu'une tête de mule inflexible. Une fois cette série d'opérations et d'évaluations terminée, j'inventerai une excuse pour annuler nos fiançailles. Je m'assurerai qu'elles ne partent jamais avec un seul centime de l'argent des chevaliers. J'avais fixé ce message très longtemps. Les caractères se sont gravés dans mes rétines comme un scalpel tranchant le tissu cornéen. Une tête de mule inflexible. Une fois cette série d'opérations terminée, inventer une excuse pour annuler les fiançailles. S'assurer qu'elles ne partent jamais avec un seul centime de l'argent des chevaliers. Cette série d'opérations. Il faisait référence au suivi complet de son père prévu pour le mardi suivant. Le grave anévrisme de l'aorte ascendante de Richard Chevalier était un cas clinique à haut risque que j'avais personnellement surveillé pendant 3 années complètes. Chaque reconstruction d'angiographie c'était semestrielle, chaque série de mesures hémodynamiques, chaque régime antihypertenseur affiné avait été calculé et géré exclusivement par mes soins. 3 ans, non, 7 ans. Tristan et moi étions ensemble depuis 7 ans, depuis l'époque où j'étais juste une résidente en chirurgie de première année. Il m'avait arrêté dans le couloir devant la clinique un après-midi, alors qu'il rendait visite à son père et cherchait son chemin. Il venait de rentrer de Londres pour prendre la direction d'une importante filiale de Chevalier Medtech, vêtu d'un costume italien sur mesure, affichant un sourire chaleureux et désarmant. « Docteur Vasseur, pourriez-vous jeter un œil au scanner de mon père ? Le cardiologue de notre famille est trop conservateur, et je veux l'avis d'une jeune chirurgienne brillante et ambitieuse. » Ce furent les tout premiers mots qu'il m'ait jamais adressés. Au cours des 7 années suivantes, je suis passée de résidente à chef de clinique, puis finalement à chirurgienne titulaire associée. De la détection initiale de la déchirure aortique à sa stabilisation à long terme, j'avais supervisé chaque phase des soins cardiaques de son père. Tristan m'avait dit d'innombrables fois que j'étais le sauveur de son père, que j'étais la personne la plus indispensable de toute sa vie. La personne la plus indispensable. Une tête de mule inflexible. J'avais posé le téléphone sur le bureau avec un soin absolu. Le bureau était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement du système de ventilation. Dehors, les roues en caoutchouc d'un chariot d'infirmière roulaient sur le linoléum avec des clics nets et distincts. Je suis restée assise là, immobile, pendant 10 minutes. Puis je me suis levée, j'ai descendu le couloir jusqu'au bureau du chef de service et j'ai frappé 3 fois. Docteur Bailly, je dois utiliser mes congés payés accumulés. 2 semaines à partir de lundi prochain. Le docteur Henri Bailly m'a regardé par-dessus ses lunettes de lecture. N'êtes-vous pas censé effectuer l'évaluation de suivi de Richard Chevalier mardi prochain ? Le docteur Guérin peut s'occuper de l'évaluation, ai-je répondu d'un ton égal. Je compilerai toutes les données d'imagerie et préparerai un dossier de transfert impeccable. Il y a aussi un symposium cardiovasculaire international à Paris qui coïncide parfaitement avec ces dates. Le docteur Bailly a hoché lentement la tête. Très bien, vous méritez ce congé. Vous enchaînez les gardes au bloc opératoire depuis 2 ans sans une pause. Merci, ai-je dit. Quand je suis arrivé au bout du couloir, mes genoux ont soudainement fléchi. Je me suis appuyé contre le mur froid, mes ongles s'enfonçant profondément dans mes paumes jusqu'à ce que 4 empreintes en forme de croissant pâle apparaissent sur ma peau. Pas maintenant, me suis-je dit. Pas ici. J'ai pris une longue inspiration, je suis retourné à mon poste et j'ai ouvert la base de données. J'ai commencé à rédiger la documentation de passation, compilant 3 ans de notes de suivi clinique, de tableaux pharmacologiques, de comparaison de diamètre vasculaire et d'évaluation de contingence chirurgicale.
Chaque dossier était annoté avec précision, complété par ma signature électronique et mon horodatage officiel. C'était mon devoir professionnel en tant que médecin, et rien de plus. Au cours des 3 jours suivants, je n'ai pas initié un seul message à Tristan. Il a continué à me contacter comme si de rien n'était. Mercredi soir, il m'a texté « Tu travailles encore tard, Élodie ?» J'ai demandé à la gouvernante de préparer ta soupe préférée et de la laisser au réfrigérateur. Jeudi à midi, j'ai réservé un essayage au salon de la mariée pour samedi. À quelle heure termines-tu ta tournée? Vendredi matin, papa a mentionné qu'il avait envie du bar poêlé que tu as fait la dernière fois. Tu es libre ce week-end? À chaque SMS, j'ai répondu avec une brièveté polie. Ça me va. Libre après 16 heures. Exactement comme je l'avais toujours fait. Jeudi soir, il est venu me chercher à l'hôpital. Du jazz doux flottait dans les haut-parleurs de la voiture. Il m'a jeté un coup d'œil, tendant la main pour me masser doucement la nuque. Tu as l'air pâle, Élodie. Tout va bien? 2 remplacements de valves consécutifs, ai-je murmuré. Juste épuisé. Repose-toi bien ce week-end alors, a-t-il dit en s'insérant dans la circulation. Au fait, la santé de Cécile lui joue encore des tours. Ma mère m'a demandé de passer la voir ce week-end. Ça ne te dérange pas, n'est-ce pas? Pas du tout, ai-je dit, en regardant les lampadaires défiler à travers la vitre du passager. Pas du tout. Depuis le retour de Cécile il y a 3 ans, il avait prononcé cette phrase exacte avec une fréquence croissante. Cécile est délicate. Cécile a besoin d'aide. Cécile vit au domaine familial et ne peut pas se rendre seule à ses rendez-vous médicaux. Cécile est comme une sœur pour moi. Je ne m'étais jamais plainte une seule fois parce que je lui faisais confiance. Je lui avais fait confiance pendant 7 ans. Vendredi après-midi, j'ai terminé les consultations préopératoires pour mes derniers cas électifs et finalisé toutes les passations cliniques. Puis je suis retournée à l'appartement que nous partagions à Tribeca. J'ai mis tout ce que je possédais dans une seule valise de 70 cm. Ça n'a pas pris longtemps. Après 7 ans, les biens qui m'appartenaient vraiment remplissaient à peine cette unique valise. La plupart des vêtements de marque dans le dressing avaient été achetés par lui. Les meubles sur mesure appartenaient au domaine des Chevaliers. Même le service de couvert allemand dans la cuisine provenait d'une filiale de luxe des Chevaliers. J'ai pris la carte de crédit gelée de mon portefeuille et je l'ai posée à plat sur la console de l'entrée. À côté, j'ai placé mon double de clé de l'appartement et la bague de fiançailles. Un diamant taille ovale de 3 carats de chez Cartier. Il y a 2 ans, lors d'une conférence académique à Paris, il s'était agenouillé au bord de la Seine au crépuscule. Épouse-moi, Élodie. Dans cette vie, il n'y a que toi. J'ai posé la bague directement sur la carte de crédit. Métal contre métal, avec un clic doux et net. Il devait emménager dans le domaine de Greenwich avec Cécile cette semaine, donc je savais qu'il faudrait des jours avant qu'il ne se rende compte de mon départ. Puis j'ai fermé ma valise et je suis sortie. Mon vol partait de JFK à 2 heures du matin, sans escale pour Paris. Avant d'embarquer, j'ai envoyé un rapide message à Camille. Je pars. Si Tristan demande, dis-lui que j'assiste au symposium chirurgical européen. Camille a répondu instantanément. Compris. Envoie-moi un message quand tu atterris. Je continuerai à creuser du côté des registres de mariage. J'avais besoin de cette trace écrite. J'avais besoin d'une preuve documentée, indéniable, que le message malencontreux n'était pas une hallucination, pas un malentendu, pas une erreur administrative. Alors que l'avion traversait la couche de nuages au-dessus de l'Atlantique, je me suis appuyé contre le hublot, regardant le quadrillage des lumières de New York s'estomper dans l'obscurité. Un poids lourd et suffocant s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas une agonie vive, mais une stagnation insupportable, comme un drain thoracique chirurgical bouché par du sang coagulé qui refusait de s'écouler. J'ai fermé les yeux, me souvenant de la façon dont son regard avait brillé sous les lampadaires parisiens il y a 2 ans. Je me suis souvenu de lui m'étreignant dans la salle d'attente de l'hôpital après la stabilisation initiale de son père, me chuchotant que j'étais leur ange gardien. Est-ce que tout cela était réel ?
Ou avais-je simplement été un atout exceptionnellement utile depuis le début? Un système de survie non rémunéré pour son père, une idiote qui ne se plaignait jamais et qui ne contesterait jamais la fortune familiale. Quand l'avion a percé le lever du soleil sur l'Europe de l'Ouest, mes yeux étaient secs. Il n'y avait pas de larmes, seulement cette pression dense et immobile logée derrière mes côtes. À 16 heures, heure de Paris, Camille m'a transféré la confirmation officielle de la base de données de l'état civil. Tristan Chevalier et Cécile Dubois, enregistré et certifié dans le comté de New York il y a 5 jours. Le jour exact où il a envoyé ce SMS. La veille du jour où il m'a demandé d'essayer des robes de mariée. Je me suis assise sur le bord du lit de l'hôtel, fixant l'écran tandis que la pointe de la tour Eiffel scintillait au loin à travers la haute fenêtre. J'ai retourné le téléphone, face contre le matelas, je me suis penchée en avant et j'ai enfoui mon visage contre mes genoux. Je n'ai pas pleuré, mais le caillot dans ma poitrine s'est finalement rompu, irradiant vers l'extérieur en aiguilles acérées et brûlantes de clarté. 7 ans. J'avais donné 7 ans de ma jeunesse et de mon travail à un homme qui, le jour même où il épousait légalement une autre femme, pouvait nonchalamment me demander de regarder des voiles de mariée. Je suis restée dans cette position jusqu'à ce que ma colonne vertébrale me fasse mal et que la lumière du soleil se déplace sur le parquet. Puis je me suis levée, je me suis aspergé le visage d'eau froide et je suis sortie. Pendant les 5 jours suivants, j'ai erré seule dans Paris. Le Louvre, le musée d'Orsay, le Sacré-Cœur, le boulevard Saint-Germain. J'ai marché comme une voyageuse ordinaire, commandant des expressos, mangeant des croissants, regardant le fleuve dériver. Les messages de Tristan arrivaient occasionnellement. Comment se passe le symposium, Élodie? Papa a demandé quand tu revenais. Il veut que tu vérifies ses dernières lectures de tension artérielle. Je t'ai pris une écharpe en cachemire. Tu pourras l'essayer à ton retour. J'ai répondu à chacun avec des phrases plates et minimales. Ça se passe bien. De retour la semaine prochaine. D'accord. Il n'a rien remarqué. Dans son esprit, le docteur Élodie Vasseur était un instrument permanent et infaillible en attente, un peu comme l'équipement chirurgical de pointe dans ses salles d'opération. On n'a jamais à se demander si un instrument possède des émotions tant qu'il fonctionne parfaitement lorsqu'on l'appelle. Puis vint le 5e matin. Mon téléphone s'est reconnecté à l'aéroport Charles de Gaulle et 18 appels manqués ont inondé le réseau avec la demande urgente concernant la rupture de l'aorte de son père. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée du boutique-hôtel. La rue matinale était calme, les serveurs de café arrangeant les chaises de bistrot le long du trottoir. Je me suis enregistrée à la réception et j'ai pris l'ascenseur jusqu'à ma chambre. Quand j'ai déverrouillé mon téléphone à nouveau, plusieurs autres notifications s'étaient accumulées. Élodie, as-tu vu mes SMS? Je sais que tu viens d'atterrir, mais la situation est catastrophique. La déchirure s'est étendue de l'aorte ascendante, dépassant l'arche aortique pour descendre dans l'aorte descendante. Ça pourrait exploser complètement à tout moment. Nous avons tenu une consultation multidisciplinaire avec tout le monde. Personne n'est prêt à prendre le risque. Tu es la seule chirurgienne à avoir géré avec succès cette morphologie de déchirure spécifique. S'il te plaît. Le dernier message avait été envoyé il y a 1 minute. J'ai demandé à mon assistante de vérifier le premier vol au départ de Paris. Il y a un vol direct qui part de Charles de Gaulle ce soir à 20h. Je te réserve ton siège en première classe tout de suite. J'ai lu chaque ligne. Puis j'ai sélectionné la capture d'écran du mariage que Camille avait vérifiée, je l'ai jointe à la conversation et j'ai rédigé ma réponse. Monsieur Chevalier, allez trouver votre épouse légale. Cécile Dubois détient la procuration de santé de la famille. C'est elle qui doit signer le consentement pour une chirurgie à haut risque. Je suis actuellement en congé annuel approuvé hors des États-Unis. Je ne peux pas vous aider. J'ai regardé le statut passé à « lu », j'ai mis l'appareil en silencieux et je l'ai laissé tomber dans mon sac à main. Dehors, la Seine coulait paisiblement sous le pâle soleil matinal. Je me suis tenue près de la vitre, posant les 2 mains sur le rebord. Mes doigts tremblaient encore légèrement, mais un sourire froid et faible a effleuré le coin de mes lèvres. 7 ans, Tristan. Il est temps que tu apprennes ce qui se passe quand ton instrument fiable s'en va.
À 8h40 du matin, j'ai pris un bain dans la baignoire en porcelaine pendant 20 minutes. La vapeur a embué la reproduction encadrée de la Joconde sur le mur d'en face. J'ai compté mes respirations face au plafond. 1, 2, 3. La douleur sourde dans ma poitrine n'avait pas disparu, mais l'air circulait à nouveau librement dans mes poumons. Je suis sorti, je me suis séché et j'ai désactivé le mode avion. L'écran de verrouillage a explosé de notifications. 47 SMS non lus, 9 appels manqués, 3 messages vocaux. 6 des appels provenaient de Tristan. Parmi les 3 restants, un était de l'infirmière en chef Karine Gauthier, un du docteur Julien Guérin, et le dernier du docteur Henri Bailly, mon chef de service. Je me suis arrêté sur le nom du docteur Bailly. Il n'appelait jamais ma ligne personnelle en dehors des heures de travail. J'ai d'abord ouvert les SMS. Le premier était de Tristan. Horodaté à 3h du matin, heure de New York. Élodie, je ne sais pas où tu as eu cette photo, mais ce n'est pas le moment pour ça. Mon père est en train de lâcher. Le scanner montre que la dissection s'étend dans l'arche. Elle pourrait se rompre à nouveau à tout moment. Je t'en supplie. Le deuxième SMS, envoyé 1 heure plus tard, j'ai contacté tous les chefs de chirurgie de Johns Hopkins à la Cleveland Clinic. Le docteur Joly de Columbia a dit que le risque de mortalité est trop élevé. Le docteur Lieberman du Mount Sinai a dit qu'il aurait besoin d'une double équipe sans précédent. Tu es la seule dans la région à pouvoir opérer ça seule. Élodie, s'il te plaît. Le troisième SMS venait d'un numéro inconnu. Docteur Vasseur, ici le docteur Marc Keller, directeur des soins intensifs à l'hôpital Mémorial Chevalier. Monsieur Richard Chevalier est actuellement dans notre unité de soins intensifs cardiovasculaires dans un état critique. Tristan Chevalier a autorisé une levée complète de la confidentialité pour vous accorder un accès à distance. Nous comprenons que vous êtes en congé à l'étranger, mais nous vous prions de nous contacter immédiatement pour une téléconsultation d'urgence. Tous les fichiers d'imagerie dynamique sont prêts à être transmis. L'hôpital Mémorial Chevalier, l'établissement privé phare financé directement par le groupe de santé Chevalier. J'ai posé le téléphone et j'ai allumé le sèche-cheveux. Le bruit fort du moteur a noyé le son de la pièce. Dans le miroir, mon reflet paraissait pâle avec de légères ombres sous les yeux, mais mon expression était stable. Avant que mes cheveux ne soient complètement secs, le téléphone a vibré à nouveau avec un appel entrant du docteur Henri Bailly. J'ai éteint le sèche-cheveux, pris une inspiration et répondu. Docteur Bailly. Élodie. Sa voix semblait nettement plus lourde que d'habitude. Êtes-vous en mesure de parler en privé? Oui, je le suis. Alors je serai direct, il a fait une pause. Tristan Chevalier a contacté le conseil d'administration de l'hôpital et a joint mon bureau tôt ce matin. Il a déclaré que son père a subi une dissection aiguë de type A de Stanford et se détériore rapidement aux soins intensifs de l'hôpital Mémorial Chevalier. Il exige que vous soyez rappelé immédiatement pour diriger l'équipe opératoire. Je sais qu'il fait exploser votre téléphone. Quelle est votre position à ce sujet? J'ai attendu 3 secondes. Docteur Bailly, je suis actuellement en France. Vous avez personnellement approuvé mes congés. J'en suis bien conscient. Le ton du docteur Bailly portait un mélange de frustration et de contrainte. Mais Élodie, Tristan Chevalier ne s'est pas contenté de venir me voir. Il est allé directement voir le président directeur général du système de santé. Le PDG m'a appelé directement pour me demander où vous en étiez. Le PDG a aussi subi des pressions. Chevalier MedTech est l'un de nos plus grands fournisseurs d'équipements et de dispositifs chirurgicaux, a dit le docteur Bailly à voix basse. Vous savez à quel point leurs contrats sont ancrés dans notre service. Je sais, ai-je répondu. Les suites de circulation extracorporelle de 20 millions de dollars dans notre nouvelle tour chirurgicale avaient été acquises par les canaux Chevalier. Docteur Bailly, permettez-moi de clarifier 2 points juridiques et professionnels. Premièrement, je suis en congé approuvé hors des États-Unis. En vertu des règlements de l'hôpital et des lois du travail médical de l'État, aucun dirigeant n'a le pouvoir d'émettre un rappel clinique obligatoire pour un médecin en congé personnel à l'étranger. Je le sais, bien sûr, a convenu le docteur Bailly. Deuxièmement,
Qui est le médecin traitant de Richard Chevalier? Il est admis à l'hôpital Mémorial Chevalier, un établissement privé où je n'ai aucun privilège d'admission actif. Il n'est pas un patient de l'hôpital franco-américain. Je n'ai aucune obligation clinique ou légale dans ce cas. Un silence s'est installé sur la ligne. Je pouvais entendre des bruits de pas à l'autre bout, comme si le docteur Bailly était sorti dans un couloir privé. Après quelques instants, il a baissé la voix. Élodie, de chirurgien à chirurgien, je soutiens pleinement votre décision. Vous avez tout à fait le droit de refuser et aucun conseil administratif ne peut vous forcer la main. Mais Tristan Chevalier a dit au PDG que si vous ne preniez pas un vol de retour aujourd'hui, il gèlerait nos prochains contrats de renouvellement d'équipement. Il a également laissé entendre qu'il utiliserait ses relations au Conseil de santé de l'État pour exercer une pression. Ma prise sur le combiné s'est resserrée. Quels ont été ces mots exacts? Le docteur Bailly a soupiré. Il a dit au PDG que vous êtes sa fiancée et que vous avez une obligation personnelle et éthique de revenir. Fiancée. J'ai fermé brièvement les yeux. Docteur Bailly, Tristan Chevalier et moi n'avons aucune relation que ce soit. Je vous épargnerai les détails personnels, mais je peux vous dire, en tant que fait vérifié publiquement, qu'il a épousé une autre femme il y a 5 jours. La ligne est devenue complètement silencieuse. Quoi? La voix du docteur Bailly s'est brisée sous le choc authentique. Qu'est-ce que vous venez de dire? Il est marié à qui? À son ami d'enfance. Il y a 5 jours. Et il était assis dans le bureau du conseil d'administration en prétendant que vous étiez sa fiancée. Ce salaud a menti directement à l'administration. Un autre lourd silence s'est étiré entre nous. Compris. Le ton du docteur Bailly est devenu brusquement protecteur. Profitez de votre congé, Élodie. Je m'occuperai de la direction. Je rapporterai la vérité directement au PDG. Merci, docteur Bailly. Une dernière chose, a ajouté le docteur Bailly, sa voix baissant encore plus. L'équipe juridique de Chevalier a soumis une requête au tribunal de l'État tôt ce matin pour tenter de rédiger une injonction d'urgence afin de vous contraindre à une consultation. Mon dos s'est plaqué contre les carreaux froids de la salle de bain. Quels sont les seuils légaux pour une injonction médicale d'urgence? Une urgence de santé publique déclarée, une catastrophe de masse, ou une intervention clinique mandatée par l'État et autorisée par un juge fédéral, a répondu le docteur Bailly. Une procédure d'urgence sur un seul patient privé ne répond pas au seuil légal pour contraindre au travail involontaire, mais la famille Chevalier a un poids politique considérable. Il pourrait tenter de manipuler les canaux. Il va se heurter à un mur, ai-je dit. Je suis d'accord, mais préparez-vous. Il ne s'arrêtera pas là. Je sais. Après avoir mis fin à l'appel, je suis resté dans la pièce silencieuse, mes pieds nus sur le parquet. Le téléphone s'est remis à vibrer. Il était 4 heures du matin à New York, 10 heures du matin à Paris. Le sommeil était hors de question, non pas à cause du décalage horaire, mais parce que l'écran s'illuminait toutes les quelques minutes. Je l'ai retourné face contre la table de chevet, mais la lueur ambiante filtrait encore sur les bords. Je me suis redressé, j'ai ouvert mes messages et je me suis retrouvé ajouté à une conversation d'urgence multidisciplinaire intitulée « Consultation chirurgicale cardiaque hôpital Mémorial Chevalier ». La conversation avait été lancée par le docteur Mark Keller, le directeur des soins intensifs. 17 spécialistes étaient dans le groupe, bien que je n'en reconnaisse que 3, le chef de la chirurgie cardiothoracique de Columbia, le spécialiste de l'aorte du Mount Sinai, et le docteur Guérin de notre service. Le journal des messages s'étendait sur des centaines de textes au cours des 4 dernières heures. Le docteur Keller avait téléchargé des reconstructions d'angiographie CT à haute résolution avec un résumé clinique. Chers collègues, voici la dernière imagerie vasculaire de Monsieur Richard Chevalier. La déchirure prend naissance à la racine aortique, traverse l'arche transverse et s'étend dans l'aorte thoracique descendante. La fausse lumière est partiellement thrombosée, mais la vraie lumière est sévèrement compromise avec une atteinte directe des ostia coronaires. La pression artérielle moyenne est à peine maintenue en dessous de 90 avec des perfusions continues de nitroprussiate, mais la tachycardie est persistante. Une seconde rupture catastrophique est imminente. La réponse du chef de Columbia disait,
l'anatomie est exceptionnellement défavorable. L'atteinte de l'ostium coronaire nécessite un remplacement simultané de la racine aortique, une reconstruction totale de l'arche et un pontage coronarien sous arrêt circulatoire hypothermique profond. Le temps opératoire dépassera facilement 8 à 10 heures. Compte tenu des comorbidités sévères, notre équipe estime que le risque chirurgical est prohibitif. Le spécialiste du Mount Sinai a ajouté : nous sommes d'accord. La thrombose partielle dans la fausse lumière présente un danger hémorragique massif à l'entrée. Rétablir la perfusion distale sera précaire. Nous recommandons une thérapie médicale maximale jusqu'à stabilisation. Si une intervention d'urgence est mandatée maintenant, je ne connais pas plus de 2 ou 3 chirurgiens dans le Nord-Est capables de gérer cette architecture spécifique en solo. Le docteur Elodie Vasseur est l'une d'entre eux. Le docteur Guérin a répondu : le docteur Vasseur est actuellement hors du pays en congé approuvé. Je l'ai contactée, mais elle n'est pas disponible. Le docteur Keller a répondu : Monsieur Chevalier est en détresse extrême. L'hémodynamique du patient est défaillante. La fenêtre pour la stabilisation médicale se referme rapidement, probablement moins de 48 heures. Si nous n'opérons pas dans cette fenêtre, la probabilité de rupture fatale dépasse 70%. Quelqu'un a-t-il des recommandations procédurales alternatives ? La conversation s'est dissoute en débat technique sur les stratégies de clampage, les protocoles de perfusion et la faisabilité d'un transfert international. Au milieu des messages médicaux, il y avait un texte du docteur Keller : l'équipe de direction de Tristan Chevalier vient de recontacter l'administration. Il demande pourquoi le docteur Vasseur ne peut pas être rapatrié immédiatement et propose d'organiser un transport aérien privé. Personne n'a répondu à la demande logistique. J'ai quitté la conversation, je me suis allongé et j'ai fixé le plafond. Le hurlement lointain d'une sirène d'ambulance parisienne résonnait faiblement dans les rues avant de s'estomper. Mon esprit fonctionnait en pilote automatique clinique. Type A de Stanford. Origine à la racine. Atteinte de l'arche, ostia coronaire compromis, thrombose partielle de la fausse lumière. Si je dirigeais le champ opératoire, quel serait le plan chirurgical ? Une procédure de Bentall modifiée associée à un remplacement total de l'arche aortique, un arrêt circulatoire hypothermique profond avec perfusion cérébrale antérograde sélective. Avec les ostia coronaires compromis, le remplacement de la racine nécessiterait une réimplantation directe des boutons coronaires, nécessitant probablement un greffon de veine saphène pour l'artère interventriculaire antérieure et une reconstruction par bouton pour l'artère coronaire droite. Le principal danger serait l'ischémie cérébrale pendant la reconstruction de l'arche, le temps d'arrêt circulatoire devrait être strictement contenu dans les 25 minutes, sinon le risque de déficit neurologique permanent augmenterait de façon exponentielle. J'avais exécuté cette procédure exacte il y a 3 ans. C'était l'opération de référence qui avait consolidé ma promotion au poste de titulaire associé. 12 heures debout, 4000 ml de perte de sang, et le patient était sorti de l'hôpital 2 semaines plus tard avec un greffon synthétique perméable et aucun déficit. Ce rapport opératoire servait toujours de référence de formation dans la base de données de notre service. Tristan connaissait ce cas par cœur. Le soir où j'ai terminé ce marathon de 12 heures, il avait attendu devant le pavillon chirurgical pendant une demi-journée. Quand j'ai émergé, les jambes tremblantes de fatigue, il m'avait porté jusqu'à sa voiture. Le lendemain matin, un bouquet de gardénia blanc était posé sur ma table de chevet avec un mot : à ma brillante docteur Vasseur, la meilleure chirurgienne du monde. J'ai chassé ce souvenir de mon esprit, je me suis retourné et j'ai enfoui mon visage dans l'oreiller. Ce n'était plus mon problème. Le lendemain matin à 9 heures, 3 heures du matin à New York, j'étais assise au café de l'hôtel sur le trottoir avec un expresso, un croissant et un exemplaire du Figaro. À mi-chemin de mon café, le téléphone a sonné. C'était le docteur Julien Guérin. J'ai hésité avant de répondre. Docteur Guérin. Elodie. La voix du docteur Guérin était hésitante, choisissant ses mots avec soin. Je suis désolé de déranger votre congé. Il y a eu une réunion de direction d'urgence ce matin concernant notre partenariat commercial avec Chevalier Healthcare. Que s'est-il passé ?
Tristan Chevalier a fait signifier au système hospitalier un avis d'intention formel par leur conseil juridique d'entreprise, a murmuré le docteur Guérin. Il stipule que si notre institution ne facilite pas votre retour pour opérer son père, Chevalier Medtech suspendra unilatéralement tous les contrats de maintenance d'équipements actifs, les contrats de service et les pipelines d'approvisionnement en gros avec notre centre médical. J'ai reposé la tasse en porcelaine sur sa soucoupe. La valeur totale dépasse 120 millions de dollars, a dit le docteur Guérin. De plus, il a informé le conseil que les consoles chirurgicales robotiques spécialisées que vous défendez pour notre programme de chirurgie mini-invasive verront leurs allocations de chaînes d'approvisionnement gelées indéfiniment. Le programme de chirurgie robotique de nouvelle génération. J'avais passé 18 mois à rédiger les protocoles cliniques, à défendre le budget devant 3 comités d'examen institutionnels et à compiler les données de sécurité. Il était conçu pour élever notre service au rang de centre national de premier plan. Qu'a dit la direction de l'hôpital, ai-je demandé. Le docteur Guérin a fait une pause. Le directeur médical a demandé s'il y avait une marge de compromis. Même si vous ne revenez pas pour tenir le scalpel principal, pourriez-vous participer via une consultation téléchirurgicale en haute définition, dirigeant l'équipe de l'hôpital Mémorial Chevalier à travers les moniteurs? De cette façon, vous restez en France et l'administration peut apaiser les demandes de Chevalier. Je suis restée silencieuse. De l'autre côté de l'avenue, un cycliste est passé avec un bouquet de tournesol dans son panier avant. Docteur Guérin, ai-je dit d'un ton égal. Pensez-vous honnêtement qu'une dissection de type A de Stanford nécessitant un remplacement de la racine, une reconstruction totale de l'arche et une réimplantation coronaire peut être dirigée en toute sécurité via un moniteur vidéo? Il n'a pas répondu. La résistance tactile de l'aorte malade, la friabilité du tissu, la tension exacte sur les anastomoses vasculaires, l'identification des points de saignement microscopiques. Est-ce que tout cela peut être transmis par une connexion Internet? Non, a-t-il concédé à voix basse. Alors ne me proposez plus cela. Ce n'est pas un compromis. C'est me tendre un piège pour que j'absorbe la responsabilité en cas de faute professionnelle lorsque leur équipe échouera sur la table. Je comprends, a dit le docteur Guérin. Et s'il vous plaît, transmettez ceci au directeur médical. Les menaces commerciales de Tristan sont son affaire. Mais si le conseil d'administration tente de m'imposer des tâches cliniques alors que je suis en congé autorisé dans un autre pays, je prendrai un avocat du travail et je déposerai une plainte immédiate auprès du conseil médical de l'État. Le docteur Guérin est resté silencieux un long moment. Compris, Élodie. Je relayerai vos paroles exactes. Prenez soin de vous. J'ai baissé les yeux sur le croissant dans mon assiette, j'ai pris une bouchée et j'ai trouvé qu'il avait le goût de carton sec. Je l'ai reposé, j'ai fini l'expresso d'une traite et je suis retourné dans ma chambre. Quand j'ai ouvert mes messages, le fil de consultation avait accumulé plus de 200 nouvelles entrées. J'ai fait défiler directement jusqu'à la dernière mise à jour du docteur Keller. Mise à jour d'urgence. À 14h20, heure de l'Est, le patient a connu une escalade soudaine de douleurs rétrosternales déchirantes. La pression artérielle a chuté à 80/50e. La fréquence cardiaque a grimpé à 134. L'imagerie d'urgence au chevet révèle une expansion de la fausse lumière avec une compression critique de la vraie lumière. Plusieurs produits sanguins et de fortes doses de vasopresseurs ont été initiés. Le patient est temporairement stabilisé, mais cela marque le deuxième collapsus hémodynamique. La fenêtre chirurgicale se referme rapidement. Une série de commentaires de spécialistes a suivi. Docteur Jao, la thérapie médicale a atteint sa limite absolue. C'est la chirurgie immédiate ou la mortalité inévitable. Docteur Lieberman a approuvé, mais la chirurgie nécessite un opérateur prêt à assumer un risque extrême. Puis une autre mise à jour du docteur Keller, Tristan Chevalier vient d'informer l'administration que toutes les demandes financières et opérationnelles sont négociables. La compensation est entièrement illimitée. Il implore les spécialistes de trouver une solution. Personne n'a répondu. J'ai quitté le fil, ouvert mes messages directs et vu une note de l'infirmière Karine Gauthier. Élodie, je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Tristan, mais je voulais que tu saches qu'il est venu en personne à notre étage cet après-midi.
Il a attendu devant le bureau du docteur Bailly pendant 2 heures, l'air complètement agité. Quand il est parti, une jeune femme l'attendait dans le couloir. Elle avait l'air fragile, gardant la tête baissée tout le temps. Je voulais juste te tenir au courant. Une jeune femme. Cécile. Il avait amené Cécile Dubois directement à l'étage de mon service de chirurgie. J'ai quitté la conversation, ouvert le fil de contact de Tristan et parcouru le barrage de SMS qu'il avait envoyé après que j'ai transféré le certificat de mariage. Élodie, je peux expliquer cette photo. La famille de Cécile avait des circonstances complexes. Le dernier souhait de son père était de l'avoir installée et en sécurité avant de mourir. Je ne lui ai donné qu'un titre légal sur le papier. Il n'y a rien entre nous. C'est toi la femme que je vais épouser. Une fois la situation de mon père résolue, je m'occuperai de tout proprement. Élodie, peux-tu s'il te plaît revenir? Toutes les conditions sont sur la table. Tu n'as même pas besoin de me parler. Viens juste voir mon père. Il t'a toujours traité comme sa propre fille. Tu le sais. Le dernier SMS était arrivé il y a 20 minutes. Élodie, j'étais à ton hôpital aujourd'hui. Le docteur Bailly a refusé d'aider et le PDG dit qu'ils ne peuvent pas te contraindre. Je n'ai plus d'option. Tu es la seule personne qui puisse lui sauver la vie. Ne peux-tu pas faire ça pour nos 7 ans passés ensemble? Juste cette fois. Pour nos 7 ans. Je me suis dirigée vers la fenêtre. L'après-midi parisien était lumineux. Les feuilles de platane bruissaient doucement dans la brise. Un couple âgé marchait main dans la main sur le trottoir en bas, à un rythme lent et paisible. 7 ans. Que avais-je donné à la famille Chevalier pendant ces 7 ans? Lorsque Richard Chevalier a été diagnostiqué pour la première fois il y a 3 ans, c'est moi qui ai repéré la subtile déchirure intimale de 2 mm sur la première coupe, c'était que 2 radiologues avaient manqué. Tous les 6 mois depuis, j'avais effectué les reconstructions d'imagerie, ajusté ses médicaments et calibré sa charge cardiovasculaire. Lorsque la mère de Tristan a eu besoin d'une cholécystectomie complexe il y a 2 ans, j'ai coordonné la meilleure équipe de chirurgie hépatobiliaire de New York pour réaliser l'opération. Lorsque Tristan a développé des arythmies lors d'un examen médical l'année dernière, je suis restée éveillée à ses côtés pendant les 24 heures de surveillance Holter, examinant la bande tracée par tracée pour le rassurer que ce n'était que de bénignes contractions ventriculaires prématurées. 7 ans d'expertise professionnelle, de dévouement clinique et de travail inconditionnel investi dans cette famille sans demander un seul centime en retour. Et sa récompense pour moi était un SMS accidentel. Élodie n'est qu'une tête de mule inflexible. Une fois cette série d'opérations terminée, j'inventerai une excuse pour annuler nos fiançailles. Cette série d'opérations. Il l'avait planifiée avec une précision absolue. Une fois que j'aurais terminé l'évaluation complète de son père et assuré sa stabilité clinique, il me jetterait. Si l'état de son père ne s'était pas soudainement détérioré, si ce SMS n'était pas tombé sur mon téléphone par erreur, je serais toujours dans l'ignorance, gardant consciencieusement son père en vie tout en étant complètement prise au dépourvu. Je suis retournée au bureau, j'ai déverrouillé mon téléphone et j'ai complètement ignoré les messages de Tristan. J'ai ouvert ma conversation avec Camille. Camille, peux-tu vérifier si Tristan et Cécile ont signé un contrat de mariage formel lors de l'enregistrement de leur mariage? Quelles sont les conditions? Camille a répondu en quelques secondes. Je viens de confirmer via les archives du tribunal. Le contrat de mariage désigne le domaine de Greenwich de Tristan, ses véhicules de luxe et sa participation de 12% dans Chevalier Medtech comme étant strictement des biens personnels prénuptiaux. Cécile Dubois ne détient aucun titre sur ses actifs. J'ai fixé le SMS. Il avait protégé chaque actif de valeur sous son propre nom. Cécile ne détenait rien. La ligne dans son SMS sur le fait de s'assurer qu'aucun argent ne s'en aille ne me visait pas seulement moi. Elle s'appliquait aussi à Cécile. Il n'avait jamais eu l'intention de partager sa richesse avec qui que ce soit. Il préservait tout strictement pour lui-même. J'ai posé le téléphone sur l'oreiller et j'ai fermé les yeux. Leurs calculs domestiques étaient leur propre problème. À 14 heures, heure de Paris, 8 heures du matin à New York, le téléphone a de nouveau sonné. Docteur Henri Bailly.
Élodie. La voix du docteur Bailly semblait sombre. Laissez-moi vous mettre au courant sur le front administratif. Allez-y, docteur Bailly. Tristan Chevalier, agissant par l'intermédiaire de son équipe juridique, a soumis une requête urgente à un juge de l'État, cherchant une injonction d'urgence temporaire pour vous contraindre à revenir sur la base d'une nécessité médicale vitale. Je me suis redressé. Le conseil juridique de notre hôpital m'a contacté, a poursuivi le docteur Bailly. Le juge a examiné la requête et l'a rejetée immédiatement, déclarant qu'un cas d'urgence privée ne satisfait pas aux critères légaux pour suspendre la liberté de mouvement d'un citoyen. Tristan a ensuite contacté un membre du conseil d'administration de notre hôpital, un vieil associé de son père, pour tenter d'exercer une pression exécutive. Et le résultat ? L'administrateur a mis fin à la tentative sur le champ. Il a déclaré qu'un patient privé individuel ne peut pas passer outre les frontières du travail international ou les contrats de travail hospitalier. Si Chevalier Medtech souhaite contester cela, ils doivent déposer une plainte civile formelle, ce qui prend des semaines. J'ai expiré doucement. Cependant, le ton du docteur Bailly a changé. La machine de relations publiques de Chevalier a publié un éditorial anonyme dans plusieurs publications spécialisées de premier plan cet après-midi. Le titre est « Une spécialiste en cardiothoracique de premier plan refuse de soigner un aîné en état critique pour une vendetta personnelle ». Où est le serment d'Hippocrate ? Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone. Votre nom n'est pas explicitement mentionné, a dit le docteur Bailly, mais n'importe qui dans notre réseau chirurgical académique peut deviner de qui il s'agit. Il décrit une titulaire associée de premier plan qui aurait abandonné un patient mourant à cause d'un différend personnel. Il tente d'instrumentaliser l'éthique professionnelle pour vous coincer. Je suis restée silencieuse. La voix du docteur Bailly s'est durcie. J'ai déjà demandé à nos équipes juridiques et de communication de l'hôpital de rédiger une réponse formelle. Elle sera publiée sur le portail clinique interne et envoyée aux éditeurs demain matin. Elle clarifie que vous êtes en congé personnel autorisé à l'étranger, que le patient n'est pas sous les soins de notre institution, et qu'aucun médecin n'a d'obligation non contractuelle envers un établissement privé non affilié. Si des médias nous contactent, notre service juridique s'en chargera directement. Merci, docteur Bailly. Ne me remerciez pas, il a fait une pause. Élodie, que s'est-il passé exactement entre vous deux ? Quand il était devant mon bureau, il a présenté cette jeune femme comme sa famille. Je vous l'ai dit, ai-je répondu d'un ton égal. C'est son épouse légale depuis 5 jours, Cécile Dubois. Un silence a pesé sur la ligne pendant 5 longues secondes. Je vois, a dit doucement le docteur Bailly. Profitez de votre congé, Élodie. Je tiendrai bon de ce côté. Après avoir raccroché, j'ai légèrement entrouvert la fenêtre. L'air frais de l'après-midi a envahi la pièce, apportant l'odeur du café torréfié et des feuilles d'automne. J'ai ouvert le fil de consultation. Le docteur Keller avait posté une mise à jour 10 minutes plus tôt. Chers collègues, mise à jour à 16 heures, heure de l'Est, le patient a subi un autre épisode d'hypotension sévère. Des concentrés de globules rouges et du plasma frais congelé ont été administrés. Nous estimons que la fenêtre thérapeutique restante ne dépasse pas 36 heures. Si aucune intervention chirurgicale définitive n'est mobilisée dans les 36 heures, nous ferons face à un collapsus cardiovasculaire irréversible. 36 heures. J'ai fermé le groupe, ouvert mes contacts et localisé le numéro du docteur Marc Keller. Je lui ai envoyé un message direct. Docteur Keller, ici le docteur Élodie Vasseur. Concernant l'état clinique de Monsieur Richard Chevalier, je demande des éclaircissements sur 3 paramètres techniques. Premièrement, quelle est la configuration exacte de votre équipe de perfusion et ont-ils déjà géré un arrêt circulatoire hypothermique profond dépassant 25 minutes ? Deuxièmement, un système de récupération de sang péropératoire continu est-il pleinement opérationnel ? Troisièmement, si un pontage coronarien est nécessaire, quelle est votre stratégie de prélèvement de greffon ? J'ai regardé les 3 questions sur l'écran. Ce n'était pas une offre d'opérer. C'était le réflexe inné d'une chirurgienne qui avait passé une décennie à évaluer la viabilité opératoire. Le docteur Keller a répondu presque immédiatement.
Docteur Vasseur, merci de votre réponse. Pour répondre à vos points, 1. Notre perfusionniste en chef a été recruté à la Cleveland Clinic et possède une vaste expérience en hypothermie, bien que les cas dépassant 25 minutes ne se soient produits que 2 fois dans notre unité. 2. 2 systèmes de récupération de sang sont déjà en attente. 3. Pour les greffons, nous avons préparé des protocoles pour l'artère mammaire interne gauche et la grande veine saphène. De plus, Monsieur Chevalier déclare qu'un jet médical privé est en attente au Bourget pour vous ramener. Tous frais payés. Je n'ai pas lu la dernière phrase. J'ai fermé l'application et jeté le téléphone sur le lit. Je n'acceptais rien. Je ne faisais que revoir les données. À 19h, 13h à New York, je suis entré dans un petit bistrot près de l'hôtel. J'ai commandé un magret de canard aux figues, un verre de pinot noir, et je me suis assise à une table tranquille dans un coin. La salle à manger était intime, éclairée par des appliques ambrées. À la table voisine, un jeune couple français partageait un dessert en riant doucement. Mon téléphone a vibré dans mon sac. Je ne l'ai pas regardé tout de suite. J'ai fini mon dîner, payé l'addition et suis sorti dans l'air vif du soir. Debout sous un lampadaire près de la Seine, j'ai mis mes écouteurs et j'ai ouvert le nouveau message audio de 47 secondes de Tristan. Sa voix était complètement dépouillée de son autorité antérieure. Élodie, je sais que tu me détestes. Tu as tout à fait le droit de me mépriser. Mais mon père. Les intensivistes disent qu'il lui reste moins de 36 heures. Si tu ne reviens pas, il va mourir sous monitoring. Je sais que je t'ai fait du tort. Je sais que j'ai fait des choix impardonnables. Mais c'est mon père. Il te connaît depuis que tu es interne. Il m'a dit le mois dernier qu'une fois que nous serions mariés, il voulait te nommer au Conseil consultatif médical exécutif. Sa voix s'est brisée. Je ne te demande pas de me pardonner. Regarde-le juste comme un patient. Juste cette fois. Je me mettrai à genoux si c'est ce qu'il faut. L'enregistrement s'est terminé. Le fleuve coulait silencieusement à quelques centaines de mètres, la surface reflétant la lueur dorée des lampadaires de la ville. Il disait qu'il se mettrait à genoux. Il s'était agenouillé une fois auparavant, juste à côté de ce même fleuve, tenant une bague de fiançailles, les larmes brillant dans ses yeux, me disant que j'étais la seule femme qu'il aimerait jamais. J'ai retiré les écouteurs, rangé le téléphone dans ma poche et suis retourné à l'hôtel. Je n'ai pas répondu. Je savais que si je cédais ne serait-ce que d'un pouce, il exploiterait cette fissure pour me ramener dans son orbite. C'était son schéma depuis 7 ans, utiliser un mot doux, un geste calculé ou un appel émotionnel pour dissoudre mes limites professionnelles. Pas cette fois. De retour dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et je me suis assise par terre, le dos appuyé contre le bois. Mes mains tremblaient, non pas à cause de sa voix, mais parce que pendant une fraction de seconde, alors que j'étais dans la rue, une pensée m'avait traversé l'esprit, et si je revenais ? Le fait que cette pensée ait même effleuré mon esprit me dégoûtait. Je me suis levée, j'ai bu un verre d'eau et je me suis connectée à la base de données médicales à distance de notre hôpital. J'ai accédé au scan complet de Richard Chevalier que j'avais archivé sur le cloud avant de partir. J'avais besoin d'un calcul mathématique objectif de sa probabilité de survie chirurgicale. Si Tristan continuait son assaut public et administratif, j'avais besoin de preuves cliniques irréfutables prouvant que mon refus était médicalement fondé. Le profil clinique était dévastateur. 68 ans, hypertension chronique mal contrôlée, diabète de type 2 et maladie rénale chronique de stade 3. Depuis son diagnostic initial d'anévrisme il y a 3 ans, il était resté sous gestion médicale conservatrice. J'avais formellement recommandé une réparation chirurgicale élective 2 fois. Les 2 fois, Tristan avait opposé son veto à la recommandation. Il avait dit, Élodie, il vieillit. Si nous pouvons le gérer avec des médicaments, évitons la salle d'opération. Contente-toi d'optimiser son régime. Maintenant, la dissection s'était rompue. Les fenêtres chirurgicales optimales avaient été manquées 2 fois. J'ai fermé l'ordinateur portable. Même si je devais entrer dans la salle d'opération en ce moment même, la probabilité qu'il survive à la procédure ne dépassait pas 40%.
Ce chiffre était tout ce dont j'avais besoin. Le lendemain matin à 9 heures, mon téléphone a sonné avec un appel international. Tristan Chevalier. J'ai répondu à la 4e sonnerie. Élodie. Sa voix a surgi du haut-parleur, haletante de désespoir. Tu as enfin décroché. Écoute-moi. Mon père est en train de lâcher. Le docteur Keller dit que la fenêtre est réduite à moins de 24 heures. Je sais que tu as vu le document. Je sais que tu es furieuse contre moi, mais... Tristan, les jeux coupés. Il s'est tu. Je ne suis pas furieuse. Ma voix était complètement plate. Furieuse est le mauvais terme. Je ne fais que confirmer une séquence de faits vérifiés. Quel fait? Élodie, peux-tu s'il te plaît juste écouter? Fait numéro 1, ai-je continué sans pause. Votre mariage avec Cécile Dubois a été officiellement certifié il y a 5 jours. Correct? Une seconde de silence, 2 secondes, 3 secondes. Sa voix a baissé. Élodie, je peux expliquer le contexte juridique de cela. N'expliquez pas, ai-je dit. Je ne demande que votre confirmation. Fait numéro 2. Le jour où vous avez enregistré ce mariage, vous avez envoyé un SMS accidentel destiné à Cécile qui disait « Tous mes actifs principaux, trusts et cartes secondaires ont été transférés à ton nom. » Élodie n'est qu'une tête de mule inflexible. Une fois cette série d'opérations terminée, j'inventerai une excuse pour annuler nos fiançailles. Correct? La respiration à l'autre bout du fil s'est complètement arrêtée, comme si sa gorge avait été serrée. Sa voix est devenue mince et tendue. Tu as vu ça? Je l'ai vu 3 minutes après que vous l'ayez envoyé. Un silence suffocant a rempli la ligne. Je pouvais entendre un léger bruissement, comme des doigts agrippant un bureau en bois avec une force immense. Élodie, a-t-il finalement parlé, essayant désespérément de retrouver son calme. J'admets que c'était un message épouvantable et imprudent envoyé sous le coup de la frustration. Mais entre Cécile et moi. Tristan, j'ai utilisé son nom pour la 2e fois. Il s'est arrêté. Je me fiche de l'arrangement qui existe entre vous et Cécile Dubois. C'est totalement hors de propos dans ma vie. Je ne fais que confirmer le 3e fait. Lequel? Vous passez cet appel pour exiger que je traverse l'Atlantique pour effectuer une reconstruction aortique d'urgence catastrophique sur votre père, qui est maintenant le beau-père légal de votre femme, Cécile Dubois. Correct? Oui, a-t-il murmuré. Alors voici ma réponse, ai-je dit, regardant le soleil matinal illuminer les toits de Paris. Non. Élodie. Voici les raisons cliniques et juridiques, ai-je dit calmement. Premièrement, en vertu de la loi sur la pratique du Conseil médical de l'État, un médecin agréé en congé approuvé hors du pays n'a aucune obligation d'effectuer des tâches cliniques non contractuelles. Je suis physiquement en France et je n'ai aucune juridiction clinique sur ce cas. La loi. Tu me cites les règlements du Conseil médical. Sa voix s'est brisée en un cri désespéré. C'est mon père. Il est en train de mourir sur un moniteur et tu récites des codes réglementaires. Deuxièmement, ai-je continué au même rythme. Votre père est admis à l'hôpital Mémorial Chevalier, un établissement de santé privé où je ne détiens pas de privilèges chirurgicaux actifs. Opérer entre des réseaux de santé nécessite une accréditation formelle ou un accord de transfert institutionnel, ce qui n'existe pas. Je peux faire accélérer l'accréditation en 30 minutes. Troisièmement, ma voix s'est adoucie, portant une précision absolue. Tristan, avec la santé fragile de votre mère, vous étiez le mandataire principal. Mais connaissant votre aversion pour la responsabilité, vous avez sans doute renoncé à votre statut de mandataire pour faire de votre nouvelle épouse légale, Cécile Dubois, la mandataire principale pour gérer les autorisations hospitalières. Cela fait d'elle la seule signataire légale pour cette chirurgie. Où veux-tu en venir? J'en viens à ceci. Si cette chirurgie tourne mal, si le patient souffre d'une hémorragie péropératoire massive, de dommages neurologiques profonds, ou ne parvient pas à être sevré de la circulation extracorporelle, la responsabilité principale en cas de faute professionnelle incombe au chirurgien opérateur.
Et le mandataire légal qui a autorisé cette chirurgie fatale, absorbant les retombées juridiques et éthiques immédiates, sera votre épouse de 5 jours, Cécile Dubois, pas moi. Élodie, qu'est-ce que tu essaies de dire? Sa voix a commencé à trembler de fureur et de panique refoulée. J'ai pris le café noir sur mon bureau et j'ai bu une gorgée. Je dis que vous avez passé 7 ans à utiliser Élodie Vasseur comme consultante clinique de garde et future mariée, pour finalement épouser légalement Cécile Dubois dès son retour. Vous avez signé un contrat de mariage bloquant tous les actifs majeurs sous votre propre nom, avec l'intention de me rejeter dès que la santé de votre père serait stable. Vous avez explicitement texté que dès que cette série d'opérations serait terminée, vous inventeriez une excuse pour vous débarrasser de moi. La ligne était d'un silence de mort. Maintenant que cette série d'opérations est arrivée plus tôt que prévu, ai-je dit, l'aorte de votre père s'est rompue. Aucun spécialiste de la région ne veut s'en approcher. Et vous réalisez soudain que la tête de mule inflexible est la seule chirurgienne vivante qui aurait pu lui sauver la vie. Pas un souffle ne pouvait être entendu de son côté. Alors, qu'attendez-vous de moi? Que je vole 4000 miles en étant en vacances? Que j'effectue une opération avec moins de 40% de probabilité de survie? Que je mène la consultation sur les risques? Que j'absorbe l'exposition à la faute professionnelle? Et que je laisse les conséquences juridiques être gérées par vous et votre épouse de 5 jours? Une longue pause angoissante a suivi. J'ai compté 15 secondes. Puis il a parlé. Sa voix était complètement vidée, dépouillée de fierté, d'ordre et de fureur. Élodie, je sais que ce que j'ai fait était monstrueux. Je sais que ce SMS a tout détruit. Je sais que le certificat de mariage t'a trahi. Mais c'est mon père. Il est en train de s'éteindre. Tu es la seule à pouvoir faire ça. Ne peux-tu pas? Pour nos 7 ans que nous avons construits ensemble, juste le sauver cette dernière fois? 7 ans. Mes doigts se sont resserrés autour de la tasse en céramique. 7 ans, ai-je répété. Vous osez vraiment évoquer ces 7 ans? Je sais, a-t-il étouffé. Alors passons en revue le bilan clinique de ces 7 ans, ai-je dit froidement. Combien d'évaluations complètes ai-je réalisées pour votre père? 14 bilans semestriels complets. Chacun incluait des reconstructions CTA tridimensionnelles complètes, des profils hémodynamiques, des calibrations de médicaments et des mises à jour des risques chirurgicaux. 14 dossiers de diagnostic complets, chacun préparé après mes gardes hospitalières standards de 12 heures. Il n'a rien dit. Durant ces 7 ans, j'ai formellement recommandé une intervention chirurgicale élective 2 fois. La première fois, c'était il y a 3 ans, lorsque la déchirure initiale a été identifiée, représentant la fenêtre opératoire idéale. Vous l'avez rejeté, prétendant qu'il était trop vieux et devait s'en tenir aux pilules. La seconde fois, c'était il y a 18 mois, lorsque la fausse lumière s'est dilatée. J'ai de nouveau insisté pour la chirurgie et vous y avez opposé votre veto, affirmant que le risque chirurgical était inutile. Vous avez choisi d'ignorer 2 fenêtres optimales. Cette rupture est le résultat direct de votre propre évitement calculé. Un bruit sourd a retenti de son côté, comme un poing frappant violemment contre une surface solide. Élodie, es-tu vraiment aussi sans cœur? Sa voix s'est brisée par les larmes. Vas-tu honnêtement regarder mon père mourir? Je ne regarde personne mourir, ai-je répondu. Je constate une réalité objective. Le pronostic clinique de votre père, éthiquement, légalement et procéduralement, n'est pas de ma responsabilité. Alors de qui est-ce la responsabilité? La vôtre, ai-je dit. Et celle de votre femme, Cécile Dubois. Elle ne connaît rien à la médecine. C'est la femme que vous avez choisie pour être à vos côtés, ai-je dit. C'est une réalité que vous auriez dû peser avant de signer cet acte de mariage. Mon ton est resté identique à la cadence que j'utilisais pour expliquer les risques opératoires critiques aux familles des patients. Stable, contrôlé et sans tremblement. 10 ans au bloc opératoire m'avaient appris à garder mes cordes vocales parfaitement stables lors des hémorragies les plus catastrophiques. Tristan, ai-je conclu, votre père n'est pas mon patient. Je n'ai aucun lien légal ou personnel avec votre famille. Je n'assumerai pas une responsabilité chirurgicale et juridique extrême pour des personnes qui ont traité mon travail comme une commodité jetable.
Vous avez une épouse légale. Vous avez un capital d'entreprise. Et vous avez le personnel médical de l'hôpital Mémorial Chevalier. La personne qui doit signer ce formulaire de consentement est Cécile Dubois. Bonne chance. Un halètement rauque et désespéré a déchiré sa gorge, suivi d'un ras-le-bas et venimeux. Élodie, tu le regretteras. J'ai regardé la lumière dorée scintiller sur la scène. Non, je ne le regretterai pas. J'ai mis fin à l'appel. Je suis resté près de la fenêtre pendant plusieurs minutes, mon téléphone posé face contre la table. Mes mains tremblaient légèrement, non pas à cause de sa menace vide, mais parce que lorsqu'il a prononcé les mots « 7 ans », une douleur fantôme m'a frappé la poitrine. Je suis allé dans la salle de bain, j'ai ouvert le robinet d'eau froide et je me suis lavé le visage. L'eau glacée m'a éclairci les idées. Dans le miroir, mes yeux étaient secs. Il n'y avait qu'un vide profond, comme la sensation de creux après un marathon chirurgical de 12 heures, lorsque toutes les sutures sont terminées et que les champs stériles sont retirés. J'ai pris mon téléphone et j'ai envoyé un SMS à Camille. Appel terminé. Il va probablement diriger sa pression sur Cécile maintenant. Camille a répondu instantanément. En attente. Je te tiendrai au courant de chaque développement. J'ai enfilé un manteau léger et je suis sortie sous le soleil de l'après-midi. J'avais besoin de marcher, non pas pour me vider la tête, mais pour m'assurer que mes défenses juridiques et financières étaient complètement hermétiques avant sa prochaine attaque. Je me suis assise à une terrasse de café sur la rive gauche, j'ai commandé un double expresso et j'ai ouvert les portails du registre des sociétés et du greffe du tribunal sur mon navigateur mobile. J'ai entré les requêtes de recherche, litige sur la dette du groupe de santé Chevalier, nantissement d'action. 7 documents publics sont apparus. Premièrement, un litige de crédit sur un nantissement d'action de 230 millions de dollars entre Chevalier Medtech et une grande institution de prêt commercial. Deuxièmement, un litige sur des comptes fournisseurs de 47 millions de dollars intentés par des fournisseurs internationaux de dispositifs médicaux contre une filiale principale de Chevalier. Troisièmement, une facilité de crédit mezzanine de 80 millions de dollars assortie d'une garantie personnelle solidaire signée par Tristan Chevalier lui-même. J'ai pris des captures d'écran détaillées de chaque document et je les ai sauvegardées dans un dossier cloud sécurisé. Ensuite, j'ai ouvert un terminal d'information financière. Le gros titre avait été publié 1 heure auparavant. Les actions de Chevalier Medtech chutent de 11,8% en début de séance suite aux informations sur l'hospitalisation critique du fondateur Richard Chevalier. Plusieurs banques d'investissement dégradent la note à vendre. J'ai sauvegardé le bulletin de marché à côté des documents du tribunal et j'ai ajouté une note juridique au dossier. La garantie personnelle de Tristan Chevalier de 80 millions de dollars reste active. Si Richard Chevalier décède, la société mère fait face à un audit obligatoire de changement de contrôle. La responsabilité solidaire du garant n'est pas éteinte au décès du principal. L'épouse légale de Tristan, Cécile Dubois, se présente comme la co-obligée immédiate en vertu des dispositions standards sur les dettes conjugales, sauf exemption explicite. J'ai posé le téléphone et j'ai bu l'expresso amer. Le téléphone a de nouveau sonné, un indicatif de New York. Je l'ai laissé sonner. 10 secondes plus tard, le même numéro a rappelé. À la 3e tentative, un SMS est arrivé. Docteur Vasseur, ici Éléonore Chevalier, la mère de Tristan. S'il vous plaît, décrochez. J'ai besoin de vous parler. Éléonore Chevalier. J'ai fixé le nom pendant 10 secondes, puis j'ai reposé le téléphone sur la table. 3 minutes plus tard, un autre SMS est arrivé. Élodie, je sais que Tristan t'a fait du tort, mais son père est vraiment en train de s'éteindre. Ne peux-tu pas nous aider pour moi? Tu m'as appelée tante Éléonore pendant 7 ans. Je t'ai toujours considérée comme ma propre fille. 7 ans. Tante Éléonore. Ma propre fille. Je me suis souvenu d'Éléonore Chevalier. Je me suis souvenu des cadeaux de Noël qu'elle m'avait offerts, des doux rappels de bien manger parce que je travaillais trop dur en salle d'opération, du collier de perles qu'elle m'a offert pour mon 30e anniversaire. Ce collier de perles reposait actuellement sur la console de l'entrée à Tribeca, juste à côté de la carte de crédit, des clés et de la bague de fiançailles.
Je n'ai pas répondu. Je savais que si je répondais avec ne serait-ce qu'un seul mot de sympathie, Tristan utiliserait les larmes de sa mère comme le prochain levier émotionnel pour me ramener. C'était son don, transformer la bonne volonté des autres en chaîne. J'ai activé le mode avion, je me suis levée et j'ai marché le long du fleuve vers Notre-Dame. Le soleil de l'après-midi projetait une chaude lueur ambrée sur les ponts de pierre. Il prétendait que je le regretterais. Mais la seule chose que je regrettais, c'était de ne pas avoir vu clair en lui il y a 3 ans, lorsqu'il avait opposé son veto pour la première fois à l'opération de son père. Il n'avait pas mis son veto par souci pour son père. Il l'avait fait parce qu'à l'époque, il n'avait pas besoin d'une résolution définitive. Il avait besoin que je sois attachée à sa famille comme un atout clinique de garde. Une fois une opération terminée, qu'elle réussisse ou échoue, mon utilité unique expirerait. Alors, il a prolongé la thérapie conservatrice, me gardant utile, jusqu'à ce qu'il fasse entrer Cécile Dubois dans le jeu pour sécuriser ses intérêts sociaux et financiers. Il avait prévu de se débarrasser de moi en douceur après cette évaluation à venir. Mais le destin avait accéléré le calendrier. La dissection s'était ouverte en grand, transformant un simple contrôle en une catastrophe d'urgence. Tout son calcul s'était effondré. Quand je suis retournée à l'hôtel et que j'ai désactivé le mode avion, l'appareil a vibré continuellement pendant 30 secondes. Cet SMS de Tristan, 3 messages vocaux d'Éléonore, 2 messages de Camille, et une nouvelle demande de contact sur mon application de messagerie. Le nom affiché était Cécile Dubois. Le message de vérification, Élodie, c'est Cécile. Pouvons-nous parler, s'il te plaît? Un sourire froid a traversé mon visage. Ça avait commencé. Je n'ai pas accepté la demande immédiatement. J'ai d'abord vérifié les messages de Camille. Camille, Tristan a posté un statut cryptique sur son réseau professionnel disant « Certains cœurs sont plus froids que l'acier chirurgical », puis l'a supprimé 40 minutes plus tard. Capture d'écran jointe. Camille aussi, Cécile a posté sur son compte social « Je prie pour un miracle pour papa. Je sacrifierai n'importe quoi. » Quand quelqu'un a demandé ce qui s'était passé, elle a répondu « Crise familiale ». J'ai répondu à Camille « Compris. Continue de surveiller. » J'ai fermé l'application, je me suis allongée sur le lit et j'ai fixé le plafond. Cécile me contactait parce que Tristan lui avait parlé de mon refus. La prochaine étape serait soit des appels moraux larmoyants, soit une performance coordonnée de martyrs domestiques. J'ai fermé les yeux. Demain apporterait ce qu'il apporterait. Ce soir, j'avais besoin de dormir. Le lendemain après-midi, je me tenais dans la galerie impressionniste à l'étage supérieur du musée d'Orsay, étudiant les nymphéas de Monet. Le téléphone a vibré dans la poche de mon manteau. J'ai fini de regarder le tableau, laissant les bleus et les verts sereins s'installer dans mon esprit avant de vérifier l'écran. La demande de contact de Cécile avait été mise à jour avec un nouveau message. Élodie, je sais que tu es furieuse contre Tristan. Tout est de ma faute. Pour l'amour de Dieu et de papa, s'il te plaît, réponds juste à mon appel. Tout est de ma faute. J'avais entendu Tristan utiliser cette phrase exacte des dizaines de fois en 7 ans, chaque fois qu'il oubliait mon anniversaire ou annulait nos plans pour s'occuper de Cécile. Maintenant, Cécile récitait exactement le même script. Je suis sortie du musée, je me suis assise sur un banc de pierre dans la cour et j'ai senti le téléphone vibrer à nouveau. Cette fois, c'était un appel entrant d'un numéro de portable français non répertorié. J'ai répondu. Allô? Élodie. La voix de Cécile tremblait au bout du fil. Elle avait clairement emprunté un numéro local via une application de renvoi international. Élodie, Dieu merci, tu as décroché. Je sais que tu me détestes. Tu as tout à fait le droit. Le mariage. J'ai forcé Tristan. Ma santé décline et le dernier souhait de mon père était de me voir mariée. Tristan l'a seulement fait pour que mon père puisse reposer en paix. Cécile, l'ai-je interrompu calmement. Oui. Votre père est décédé en mars de l'année dernière, ai-je dit. Vous et Tristan avez enregistré votre mariage il y a 5 jours. C'est un intervalle de 14 mois. Un dernier souhait nécessite-t-il 14 mois d'incubation avant d'être exécuté?
Un silence de mort est tombé sur l'appel. C'est parce que Tristan hésitait, a-t-elle balbutié. Il ne voulait pas te blesser. Passons outre la fiction émotionnelle, ai-je dit. Pourquoi m'appelez-vous? Cécile a semblé décontenancée par ma franchise clinique. Quand elle a repris la parole, son ton était haletant et fragile. Papa est en train de lâcher. Les médecins disent qu'il lui reste à peine 10 heures. Tristan est complètement anéanti devant les soins intensifs. Il n'a ni mangé ni dormi. Je ne supporte pas de le voir comme ça. Élodie, si tu acceptes de revenir et de diriger cette opération, je divorcerai de Tristan immédiatement. Je te le rendrai. S'il te plaît, sauve juste papa. Je te le rendrai. La phrase a fait que mes doigts se sont resserrés autour du téléphone, non pas par jalousie, mais par pur dédain pour la condescendance théâtrale de sa voix. Comme si Tristan Chevalier était un trophée et que j'étais une travailleuse désespérée qui effectuerait une opération impossible dès que le prix serait agité devant moi. Cécile, ai-je dit. Oui. Je ne veux pas de Tristan Chevalier. Vous pouvez le garder. La ligne est devenue complètement silencieuse. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Alors. Qu'est-ce que tu veux? Sa façade fragile s'est fissurée, révélant une panique brute. Dis tes conditions. Argent, immobilier, action chez Chevalier Medtech. Donne un chiffre. Tristan peut. Cécile, ai-je dit d'un ton égal. Vous êtes la belle-fille légale de la famille Chevalier. Correct? Oui. Avez-vous la moindre idée des passifs financiers actuels de Chevalier Healthcare? Elle a fait une pause. Quoi? De combien l'action Chevalier a-t-elle chuté aujourd'hui, ai-je demandé. Silence. Je ne sais pas, a-t-elle murmuré. Alors laissez-moi vous informer. À la clôture des marchés, les actions de Chevalier Medtech ont plongé de 14,6%, effaçant près de 400 millions de dollars de capitalisation boursière en 48 heures. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Sa voix s'est durcie avec des instincts défensifs. Tout, ai-je dit. Vous êtes l'épouse légale de Tristan Chevalier. Tristan est le seul héritier du domaine Chevalier. Si Richard Chevalier ne survit pas à cette procédure. Arrête de parler, a-t-elle cassé. Chevalier Medtech a actuellement 3 énormes passifs non liquidés, et je continuais sans altérer mon rythme. Un nantissement d'actions bancaires de 230 millions de dollars, un litige pour défaut de paiement de 47 millions de dollars avec des fournisseurs, et une dette mezzanine de 80 millions de dollars portant la garantie personnelle solidaire de Tristan. Ces documents sont accessibles au public au greffe du commerce de l'État. Sa respiration est devenue courte et rapide. Tant que Richard Chevalier reste en vie, ses dettes sont supportées au niveau de l'entreprise, ai-je expliqué calmement, comme si je passais en revue les risques de sortie avec la famille d'un patient. Mais si le patriarche meurt, les prêteurs ont le droit contractuel d'accélérer l'échéance. La garantie personnelle de Tristan de 80 millions de dollars ne disparaîtra pas à la mort de son père. Tu essaies de me terroriser, a-t-elle crié, la voix tremblante. Je lis des documents publics du tribunal, ai-je dit. Cécile, quand vous avez signé cet acte de mariage il y a 5 jours, avez-vous signé un contrat de mariage? Un long silence suffocant. Oui, a-t-elle murmuré. Quelles en étaient les conditions? Les propriétés, véhicules et participations de Tristan ont été désignés comme ses biens propres prénuptiaux. Et qu'est-ce qui a été alloué à votre nom? Pas de réponse. Cécile, quels actifs sont enregistrés à votre nom? Rien, a-t-elle dit faiblement. Alors laissez-moi vous expliquer votre exposition juridique exacte, ai-je dit calmement. Les propriétés et la participation de 12% de Tristan sont strictement ses actifs prénuptiaux, ce qui signifie que vous n'avez aucune créance sur eux. Cependant, toute garantie commerciale ou obligation d'indemnisation exécutée après votre mariage sera classée comme passif conjugal, vous rendant personnellement responsable en tant qu'épouse. Qu'est-ce que ça veut dire? Sa voix est devenue stridente. Quels passifs conjugaux? Nous ne sommes mariés que depuis 5 jours. La garantie personnelle de 80 millions de dollars a été signée avant le mariage, ai-je dit.
Mais si le groupe vous a fait signer des avenants de consentement conjugal, des renonciations à la restructuration de la dette ou des garanties de filiale au cours de ces 5 derniers jours, ce sont des passifs conjugaux. Vous devriez peut-être demander à votre mari quel document il a glissé sur votre bureau cette semaine. Une inspiration brusque et rauque a retenti à travers le haut-parleur. « Pourquoi me dis-tu ça ?» a-t-elle exigé, sa voix dépouillée de toute douceur. « Parce que vous avez demandé quelles étaient mes conditions, ai-je répondu. Vous m'avez offert de l'argent, des domaines et des actions de l'entreprise. Mais les actifs de Tristan sont verrouillés dans son trust prénuptial, que vous ne pouvez pas toucher, et vous ne possédez aucun actif propre. La valeur totale que vous pouvez m'offrir est exactement de 0. Silence. Un silence absolu et glacial. Cécile, ai-je ajouté calmement. Au lieu de supplier une ex-fiancée de l'autre côté de l'océan, vous devriez demander à votre mari pourquoi il s'est assuré que chaque actif de valeur soit bloqué sous son nom personnel avant de vous emmener au bureau de l'état civil. J'ai appuyé sur fin d'appel. J'ai posé le téléphone sur mon genou. Sur la place du musée, des pigeons se sont envolés alors qu'une petite fille traversait les pavés en courant, son rire résonnant dans l'air vif. Mon pouls était complètement stable. Je ne l'avais pas insultée. Je n'avais pas crié sur elle pour 7 ans de tromperie. J'avais simplement fourni des faits vérifiés et inflexibles. Elle était sur le point de réaliser qu'elle n'était pas la mariée chérie d'un riche héritier. Elle était un tampon juridique non protégé positionné pour absorber les passifs de l'entreprise. 20 minutes plus tard, les messages de Camille sont arrivés en succession rapide. Camille, Élodie, qu'as-tu déclenché ? Camille, Cécile vient d'appeler Tristan alors qu'il se tenait dans le couloir de l'unité de soins intensifs cardiovasculaires. Ses cris étaient assez forts pour résonner dans toute l'aile. Camille, elle lui criait dessus à propos de l'exclusion prénuptiale et des avenants de garantie conjugale. Tristan lui a dit de baisser la voix et elle a complètement craqué en public. Camille, une infirmière de l'étage m'a dit que Cécile a crié, « Tu m'as menti. Tu n'as même pas mis mon nom sur l'acte de propriété de Greenwich. Tes actions, tes voitures, tes domaines sont tous protégés. Alors je suis quoi ? Un bouclier humain pour ta dette d'entreprise ? » Camille, Tristan et Cécile sont actuellement en pleine dispute devant les portes de l'USIC. Éléonore Chevalier essaie de les séparer, et la sécurité a été appelée 2 fois. J'ai lu chaque message et j'ai répondu par un seul mot. Notez. Camille, Élodie, tu es impitoyable. Comment as-tu orchestré ça ? Je n'ai pas répondu à sa question. Au lieu de cela, j'ai demandé, quel est l'état clinique de Richard Chevalier ? Camille, toujours en train de lâcher en USIC. Le docteur Keller a posté dans la conversation de consultation que la fenêtre chirurgicale est de moins de 12 heures. Si aucune équipe opératoire n'est mobilisée, ils devront passer aux soins de confort. 12 heures. Camille a ajouté, Tristan vient de poster dans le groupe de spécialistes demandant si une équipe d'urgence de l'Institut cardiaque de Tokyo peut être amenée par avion. L'équipe chirurgicale japonaise a répondu que le traitement des visas, le transport et l'accréditation nécessitent au moins 48 heures. C'est trop tard. Trop tard. J'ai marché vers la berge, m'appuyant contre le parapet en pierre. Le soleil du soir baignait l'eau d'or en fusion. Tristan avait dit à Cécile dans ce message malencontreux que ses cartes secondaires et ses actifs lui étaient transférés. En réalité, il avait simplement exécuté une exclusion prénuptiale. Il m'avait menti sur son engagement et il lui avait menti sur sa richesse. Il ne protégeait que lui-même. À 17h, 23h à New York, Camille a envoyé une autre mise à jour. Cécile a quitté l'hôpital seule en taxi. Avant de partir, elle a dit à Tristan devant l'USIC, « Débrouille-toi avec ton père. Je ne signe pas un seul formulaire de consentement. » Elle refusait de signer le consentement chirurgical. L'avertissement que j'avais donné à Tristan au téléphone se déroulait maintenant en temps réel. Cécile était bien trop égoïste pour assumer une quelconque exposition juridique ou financière pour un patriarche mourant. À 19h, le service en chambre a livré un bol de soupe à l'oignon, du saumon rôti et un verre de chablis dans ma chambre. À mi-chemin du dîner, le numéro de Tristan s'est affiché à l'écran. Je l'ai ignoré.
À la troisième tentative, un message audio est arrivé. Je l'ai écouté. Sa voix ressemblait à du gravier sec craquelant l'intérieur d'un tambour vide. Élodie, qu'as-tu dit à Cécile? Elle refuse de signer le consentement chirurgical. Elle dit qu'elle n'assumera aucune responsabilité. Elle n'arrête pas de crier à propos de dettes et de garanties. Élodie, qu'est-ce que tu veux de moi? Tu veux me voir détruit? Mon père est en train de mourir à l'intérieur. Ma femme refuse de signer. Tu refuses de revenir. Qu'est-ce que je suis censée faire? Sa voix s'est brisée sur le dernier mot en un sanglot pathétique et étouffé. J'ai posé ma fourchette, regardant les lumières scintillantes de la tour Eiffel sur le ciel indigo profond. Qu'est-ce que je voulais? Je ne voulais rien. J'ai simplement donné la vérité juridique à une personne qui avait le droit de la connaître. La façon dont ils se démantelaient mutuellement était entièrement de leur fait. J'ai fini mon saumon et j'ai vérifié le fil de consultation. Le docteur Keller avait posté un avis. En raison du refus actif du mandataire et de l'absence d'un chirurgien principal qualifié prêt à opérer dans des conditions juridiques contestées, l'intervention d'urgence ne peut pas avoir lieu. La fenêtre thérapeutique est gravement épuisée. Spécialiste, retirez-vous. Il ne pouvait même pas faire signer le formulaire de consentement. Le lendemain matin à 8 heures, une nouvelle demande de contact est arrivée de Cécile. Le message de vérification était dépourvu de sa fragilité antérieure. Élodie, j'ai besoin de vérifier plusieurs documents avec toi. J'ai accepté. À 9h15, ces messages sont arrivés. Élodie, j'ai examiné les dossiers du tribunal toute la nuit. Les 3 actions en justice pour dette d'entreprise sont réelles, mais Tristan prétend que ce sont des obligations d'entreprise qui ne peuvent pas me toucher. Il prétend que le contrat de mariage a été conçu pour me protéger. Est-ce vrai? J'ai bu une gorgée de mon café au lait et j'ai tapé, le croyez-vous? 15 secondes plus tard, elle a envoyé un long paragraphe. Je ne sais pas quoi croire. Je suis terrifiée. Les forums juridiques en ligne disent que les garanties conjugales peuvent s'attacher aux biens matrimoniaux. Élodie, tu comprends leurs opérations. Dis-moi la vérité. J'ai répondu, premièrement, la garantie mezzanine de 80 millions de dollars a été signée en novembre dernier, avant votre mariage. Cette obligation spécifique est sa dette prénuptiale. Deuxièmement, Tristan vous a-t-il fait signer des documents au cours des 5 derniers jours sous le prétexte d'une réorganisation d'entreprise? 5 secondes se sont écoulées. Oui. Mes doigts se sont immobilisés sur l'écran. Que était-ce, Cécile? Le 2e jour de notre mariage, il m'a fait signer un document qu'il a appelé une mise à jour de procuration d'actionnaires internes. Je n'ai pas lu les petits caractères. J'ai tapé. Possédez-vous une copie ou une photo de ce document? Cécile, non. Il l'a enfermé dans le coffre de son bureau à la maison. J'ai répondu, allez exiger ce document original immédiatement. Si ce document est une renonciation aux actifs conjugaux ou un avenant d'indemnisation secondaire, votre signature vous expose légalement à ses créanciers d'entreprise. La conversation est devenue silencieuse pendant 3 minutes. Puis un message audio est arrivé, sa voix tremblant de pure terreur. Élodie, es-tu en train de me dire qu'il m'a piégée pour que je signe une garantie personnelle? J'ai tapé, je ne peux pas confirmer sans voir le document, mais s'il refuse de vous le montrer, vous devriez vous demander pourquoi. 40 minutes plus tard, Camille a texté, Élodie, Cécile vient de débarquer au domaine de Greenwich. Un voisin a rapporté avoir entendu des bruits de verre brisés et Cécile criait à plein poumon. Tu m'as menti. Ce n'était pas une mise à jour d'actionnaire. La vérité était sortie. Tristan avait lié Cécile à sa dette précisément parce qu'il savait que l'état de son père se détériorait et qu'il avait besoin d'un mandataire non averti pour partager les retombées. À midi, heure de Paris, 6 heures du matin à New York, Cécile m'a appelé directement. Sa voix était hachée et frénétique. Tu avais raison. C'était une renonciation aux actifs conjugaux et un avenant d'indemnisation pour une ligne de crédit de 47 millions de dollars. Il m'a légalement exposé à ses créanciers. Quand je l'ai confronté, il a dit que c'était juste une formalité.
47 millions de dollars. Je n'ai même pas 47 000 dollars. Élodie, aide-moi. Quel avocat dois-je engager? Cécile, ai-je dit calmement. Je ne suis pas votre avocate. Votre dette conjugale est entre vous et votre mari. Tu m'as aidé à l'analyser plus tôt. J'ai énoncé des faits publics, ai-je dit. Les faits ne sont pas de l'aide. Une haine amère et venimeuse s'est infiltrée dans sa voix. Élodie, tu as fait ça exprès. Tu voulais qu'on se déchire pendant que tu regardais depuis Paris. J'ai regardé l'avenue paisible. Cécile, est-ce que j'ai forcé Tristan à signer un document d'indemnisation? Est-ce que je l'ai forcé à bloquer ses actifs dans un trust prénuptial? En 5 jours de mariage, il vous a chargé de 47 millions de dettes tout en vous laissant 0 actif. Et son premier instinct en cas de crise a été de supplier son ex-fiancé. Votre ennemi est l'homme que vous avez choisi d'épouser. La ligne est devenue silencieuse, suivie du son lointain d'une porte lourde s'ouvrant et de la voix de Tristan en arrière-plan. Cécile, à qui parles-tu? Cécile a parlé clairement dans le récepteur. Élodie. Il est là. Je vais mettre fin à ça. Elle a posé le téléphone sur une table sans déconnecter. La voix de Tristan a résonné dans la pièce. Cécile, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Le document que tu m'as fait signer, a hurlé Cécile. C'était un accord de co-garantie de 47 millions de dollars. Tu m'as dit que c'était un dossier d'entreprise de routine. Cécile, baisse la voix. Ça peut s'expliquer. Mon père est mort et ton père est en train de mourir, a-t-elle crié. Les créanciers vont tout saisir. Tu as utilisé Élodie comme chirurgienne gratuite et tu m'as épousée pour porter ta dette. La voix de Tristan est devenue menaçante. Qui t'a parlé de ce dossier? C'est Élodie. Est-ce qu'Élodie te l'a dit? Tu ne te soucies que d'Élodie, a pleuré Cécile de rage. Tu as tout planifié depuis le début. Arrête cette folie, a rugi Tristan. Mon père est aux soins intensifs. Vas-tu signer le consentement chirurgical ou non? Je ne signerai jamais, a crié Cécile. Laisse-le mourir. Signe-le toi-même. Je ne peux pas le signer. J'ai renoncé à mon statut de mandataire principal à l'hôpital il y a 3 jours. Tu es la seule mandataire autorisée sur son dossier en ce moment. Alors révoque-le et signe-le toi-même. Oh, attends. Tu es trop lâche pour assumer la responsabilité légale de sa mort. Et je divorce de toi demain. Un grand fracas a résonné dans le téléphone. Le son de porcelaine lourde s'écrasant sur le parquet. Tu as perdu la tête, a crié Tristan. Je suis enfin réveillé. Tu es un imposteur, Tristan. Un autre crash violent a secoué le haut-parleur, suivi de bruits de pas traînants, de cris étouffés et de pleurs hystériques. L'audio est devenu distant, comme si le téléphone était tombé par terre, ne laissant que des bruits sourds et des sanglots brisés résonner dans le couloir. J'ai regardé le minuteur d'appel. 12 minutes et 37 secondes. J'ai appuyé sur fin d'appel. Je suis restée assise dans le silence de ma chambre. Mes mains étaient parfaitement stables. Je savais que lorsque j'avais accepté sa demande de contact, cette confrontation exacte aurait lieu. Je ne leur devais rien à aucun des deux. À 14 heures, heure de Paris, 8 heures du matin à New York, Camille a envoyé un message, la police a été dépêchée au domaine de Greenwich. Cécile a signalé une agression domestique et Tristan a affirmé qu'elle l'avait attaqué en premier. En vertu des lois sur l'arrestation obligatoire, la police a placé Tristan en garde à vue pour enregistrement et Cécile demande une ordonnance de protection temporaire. Et Richard Chevalier? Ai-je demandé. Camille, toujours en musique. Le docteur Keller a rapporté que la fenêtre thérapeutique est de moins de 8 heures. Mais avec Cécile refusant de signer, Éléonore Chevalier frappée d'incapacité par une hypertension sévère et la sœur de Tristan injoignable à Londres, le consentement chirurgical est entièrement bloqué. 8 heures. Sans un chirurgien volontaire et un mandataire autorisant, Richard Chevalier mourrait dans cette unité de soins intensifs. La seule chirurgienne qualifiée pour contourner le chaos juridique mangeait un sandwich à Paris et les mandataires de la famille s'échangeaient des accusations de violence domestique dans un commissariat de police.
À 16h, Cécile a envoyé un long SMS. Élodie, je suis dans un hôtel. La police a émis une ordonnance de protection contre lui. Je demande le divorce demain. Si je divorce de lui, est-ce que cet accord d'indemnisation me lie toujours? J'ai répondu, un accord d'indemnisation signé en votre capacité personnelle ne se dissout pas automatiquement au divorce. Vous devez demander au tribunal d'invalider le contrat pour motif de fausses déclarations frauduleuses, ce qui nécessite des preuves documentées qu'il vous a trompé sur la nature du dossier. Cécile, je n'ai pas d'enregistrement. J'ai tapé, alors vous devez engager un avocat spécialisé en litige. De plus, permettez-moi d'énoncer clairement 3 points. Premièrement, Tristan Chevalier et moi n'avons aucun lien juridique. La survie de son père n'est pas mon problème. Deuxièmement, en tant qu'épouse légale, vous restez la principale porteuse de ses passifs d'entreprise. Troisièmement, je ne suis pas une institution caritative. Je ne fournirai plus de conseils. Prenez soin de vous. J'ai posé le téléphone sur la console, j'ai fait couler un bain chaud et je me suis plongée dans l'eau fumante. La chaleur a enveloppé mes épaules et la vapeur a voilé le miroir de la salle de bain. Mon esprit était complètement silencieux. Pas d'alarme d'urgence, pas de voix désespérée, pas de fils de consultation. Seulement le son de ma propre respiration lente et rythmée. Je suis restée dans le bain jusqu'à ce que l'eau devienne froide. Quand je suis sortie, la buée sur le miroir avait commencé à se dissiper. Dans le reflet se tenait une chirurgienne cardiothoracique de 30 ans qui avait donné 7 ans à une illusion, se tenant maintenant entièrement libre dans un appartement parisien calme. Un soulagement faible et serein m'a envahi, comme la sensation de poser la dernière suture et de couper le nœud chirurgical. L'opération était terminée. À 19h, heure de Paris, 13h à New York, j'ai vérifié mon téléphone. Cécile n'avait pas répondu. Camille avait envoyé 2 messages. Camille, l'équipe juridique de Tristan a obtenu qu'un juge accélère sa comparution et il a été libéré sous caution, mais Cécile s'est présentée au domaine avec une escorte policière pour emballer ses affaires. Une énorme dispute a éclaté dans l'allée. Les voisins l'ont entendu crier qu'elle demandait le divorce pendant que Tristan criait qu'elle détruisait sa famille. Camille, aussi, le docteur Keller a posté une mise à jour urgente dans le groupe. L'hémodynamique de Monsieur Richard Chevalier s'est complètement effondrée. Les vasopresseurs ne fonctionnent plus. Il passe aux soins de confort. 13h à New York. C'était 19h à Paris. J'ai vérifié l'horodatage de la dernière mise à jour de Camille, envoyée 15 minutes plus tôt. Camille, le docteur Keller vient de poster l'avis final. Capture d'écran jointe. J'ai ouvert l'image. Chers collègues, nous avons le regret de vous informer que Monsieur Richard Chevalier est décédé à 12h47, heure de l'Est, des suites d'une rupture aortique secondaire entraînant une tamponnade cardiaque fatale. Les efforts de réanimation ont été infructueux. Nous remercions toutes les équipes pour leur consultation. 12h47, heure de l'Est. C'était 18h47 à Paris. Pendant que le cœur de Richard Chevalier cessait de battre à New York, je prenais un bain chaud, écoutant le faible son d'un accordéon jouant dans la rue parisienne en bas. J'ai fixé l'horodatage un long moment, puis j'ai fermé l'application. Un dernier SMS de Camille est arrivé. Cécile et Tristan sont arrivés à l'hôpital après avoir reçu l'appel. Devant les portes de l'USIC, Cécile a dit à Tristan devant tout le personnel médical, « Ton père est mort. Je demande le divorce demain matin. » Tristan s'est effondré contre le mur du couloir et a glissé au sol sans dire un mot. Éléonore Chevalier est hystérique. J'ai posé le téléphone. Dehors, le crépuscule s'installait sur Paris. Les derniers rayons ambrés s'estompaient à l'horizon et les lampadaires s'allumaient le long de la Seine comme de la poussière d'or éparpillée. À 20h, une alerte d'information financière est apparue sur mon écran. Le fondateur de Chevalier Medtech, Richard Chevalier, décède. À 68 ans, l'action fait face à une suspension immédiate de la cotation au milieu d'une crise de la dette croissante et d'un vide de leadership. J'ai balayé la notification. Mes mains ont commencé à trembler, partant du bout de mes doigts et se propageant dans mes avant-bras. J'ai serré les poings, enfonçant mes ongles dans mes paumes.
Richard Chevalier était parti. L'homme qui m'avait accueilli au dîner de famille. L'homme qui m'avait texté après ma première chirurgie indépendante en disant que la famille était fière de moi. L'homme qui s'était tenu au bord de la Seine il y a 2 ans, essuyant une larme lorsque son fils m'avait demandé en mariage. Il était parti. J'ai posé mon front contre mes genoux, respirant lentement. Ce n'était pas de la culpabilité. Je lui avais offert l'intervention chirurgicale correcte 2 fois en 3 ans et son propre fils y avait opposé son veto. Tristan avait orchestré ce résultat de ses propres mains. La gentillesse que Richard Chevalier m'avait montrée était réelle, mais elle n'avait pas été offerte à Élodie Vasseur, la personne. Elle avait été offerte à la chirurgienne qui maintenait son cœur en vie. J'ai regardé mes mains. Ses mains avaient effectué des centaines de réparations cardiaques délicates, et en ce moment, elles se sentaient stables. Je suis allé au lavabo, j'ai passé de l'eau froide sur mes poignets et j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Les ombres sous mes yeux étaient faibles, mais mon regard était d'une clarté cristalline. Je suis retourné au bureau, j'ai ouvert mes contacts de messagerie et j'ai localisé Tristan Chevalier. Je me suis souvenu de la première fois qu'il m'avait emmené prendre un café il y a 7 ans, en face du centre médical. Il m'avait tendu une tasse de café noir en souriant chaleureusement. « Que boit le docteur Vasseur ?»« Du café noir, sans sucre, sans crème. » Il avait ri. « Pur et précis, tout comme votre chirurgie. » Au cours des 7 années suivantes, chaque fois qu'il venait me chercher à l'hôpital, une tasse de café noir était posée dans le porte-gobelet de la console. J'avais pris cette petite routine pour une véritable dévotion, alors que dans son esprit, je n'étais qu'un instrument utile et sans faille. J'ai ouvert les paramètres de son contact, sélectionné, bloqué le contact et confirmé. Son nom a disparu de ma liste. J'ai ouvert le profil de Cécile Dubois. Bloqué le contact, confirmé. J'ai quitté le fil de consultation d'urgence et le canal médical de l'entreprise Chevalier. 4 actions réalisées en moins de 30 secondes. Mon téléphone était propre, comme un champ chirurgical terminé où chaque tissu malade a été resséqué, chaque vaisseau ligaturé et chaque couche refermée. Je suis allé sur le balcon français et j'ai poussé les portes-fenêtres en grand. L'air frais de la nuit s'est engouffré, frais, avec une odeur de pluie et d'herbe humide. J'ai pris une profonde et ample inspiration, remplissant complètement mes poumons. Le poids suffocant qui s'était logé derrière mes côtes pendant 5 longs jours s'est dissous dans la nuit. La plaie avait été ouverte, nettoyée et refermée. Elle était sensible, mais elle guérissait. De l'autre côté de l'horizon sombre de Paris, la tour Eiffel s'est soudainement illuminée de son scintillement horaire doré. Des milliers de lumières blancs-or chatoyant contre le ciel bleu nuit comme des feux d'artifice silencieux. Je suis rentré, j'ai pris le téléphone de la chambre et j'ai composé le numéro de la réception. Bonjour, un café noir, s'il vous plaît. 3 minutes plus tard, le serveur a livré la tasse fumante à ma porte. J'ai porté le café noir sur le balcon, je me suis appuyé contre la balustrade en fer sous la brise parisienne fraîche, et j'ai levé la tasse en céramique chaude vers la tour scintillante dans un toast silencieux et solitaire.